Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je ne vous présente pas un livre, car aujourd'hui, c'est un spin-off de la revue d'actualité de février-mars 2019. Un spin-off consacré à l'attentat de Christchurch, et plus précisément au manifeste rédigé par l'auteur de cet attentat, M. Brendan Tarrant. Alors, avant de rentrer dans la lecture commentée des points principaux de ce manifeste, une précision. Il est évident, pour ceux qui en douteraient, que je n'ai aucune sympathie envers la méthode utilisée par M. Tarrant pour défendre ses idées. Je veux qu'une chose soit bien claire, je ne fais pas du tout cette vidéo pour cautionner la démarche de quelqu'un qui est allé tuer des innocents. Je veux également qu'une chose soit claire, même si je suis partisan de la plus grande liberté d'expression, même si j'estime que c'est toujours mieux que les gens puissent s'exprimer, en aucun cas le fait que j'analyse la pensée de M. Tarrant n'implique que je suis d'accord avec lui sur le fond. On le verra quand on va commenter son manifeste, il y a un certain nombre de points sur lesquels j'ai, même indépendamment de la méthode utilisée, un désaccord de fond avec lui. Simplement, je pense que c'est important de connaître le contenu de ce manifeste pour comprendre la sensibilité qui est en train de prendre forme dans une partie de la jeunesse blanche contemporaine. Alors, le manifeste de M. Tarrant s'ouvre sur un poème qui est mis en exergue au texte général du manifeste. Je ne vais pas vous lire intégralement ce poème. Je me contenterai de signaler un vers qui revient régulièrement comme un refrain, « Do not go gentle into that good night », c'est-à-dire n'entre pas gentiment, en douceur, dans cette bonne nuit. Et un autre vers est également répété, un peu moins régulièrement, « Rage, rage against the dying of the light », rage, rage contre, rage ou colère, contre la mort de la lumière ou le fait que la lumière soit en train de mourir. Donc le sens général paraît relativement clair. Monsieur Tarrant nous dit qu'il écrit son manifeste pour nous réveiller, ou plus exactement pour nous empêcher de nous endormir dans un sommeil ouvrant la porte à une mort douce. Suit l'introduction du manifeste. Alors, M. Tarrant commence par souligner que le problème principal à ses yeux, ce sont les taux de natalité. Et il écrit « S'il y a une chose que je souhaite vous voir mémoriser à partir de mes écrits, c'est que les taux de natalité doivent changer. Même si nous devions expulser tous les non-européens de nos terres, les Européens continueraient à descendre dans la décadence et finalement dans la mort si on ne remet pas en cause les taux de natalité actuels. Chaque jour, nous devenons moins nombreux, nous devenons plus vieux, nous devenons plus faibles. Jusque-là, je crois que c'est un constat qu'on peut tous faire. Puis, M. Tarrant, et jusque-là je vais le suivre aussi, constate simplement la réalité du grand remplacement sur le plan factuel. Puisqu'il dit « Il n'y a pas un seul pays occidental, pas une seule nation blanche qui atteint le seuil de renouvellement des générations. Et cependant, la population de l'Occident est en train d'augmenter. Comment c'est possible ? Eh bien, évidemment, grâce à l'immigration de masse et aussi à la fertilité un peu plus grande des immigrants eux-mêmes. » Et M. Tarrant de préciser, nous expérimentons une invasion, alors c'est là que le terme peut être contesté, s'agit-il d'une invasion dans la mesure où ces gens pénètrent sur le territoire invités par les dirigeants du pays très largement, on va garder le mot à ce stade, à un niveau jamais vu dans l'histoire. Et M. Tarrant conclut, cette crise de l'immigration de masse et du remplacement à cause de la basse fertilité est un assaut contre le peuple européen et s'il n'est pas combattu, son résultat ce sera
le remplacement racial et culturel complet des Européens. Alors, à partir de là, il opère le glissement depuis le constat statistique vers une formulation qui est idéologique, sur laquelle on le suivra ou pas. Il dit, c'est un remplacement culturel, c'est un remplacement racial, this is white genocide, c'est un génocide blanc. Techniquement, pour que ce soit un génocide, il faudrait, si vous voulez, que quelqu'un tue les blancs. Or, personne ne les tue. Ce qui se passe simplement, c'est qu'ils font plus d'enfants. Ensuite, M. Tarrant répond à des questions qu'il estime possible que les gens aient envie de lui poser. Donc il y a d'abord un certain nombre de questions générales. Qui est-il? Alors il se définit comme un homme blanc ordinaire de 28 ans, né en Australie, dans un ménage de la classe laborieuse à faible revenu, origine britannique. Une enfance ordinaire, sans grand problème, peu d'intérêt dans l'éducation, n'est pas allé à l'université, ne trouvait pas intéressant ce que pouvaient lui offrir les universités. Il a travaillé un moment avant de faire de l'argent en investissant dans BitConnect. Alors BitConnect, c'est une plateforme de crypto-monnaie. Soit dit en passant, c'est une affaire assez louche. La plateforme fait l'objet aujourd'hui d'une enquête. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent dans cette histoire. Ça ressemble un peu à une arnaque. Quel rôle exactement M. Tarrant a joué dans tout ça, ça il ne le dit pas. Il est intéressant de noter que ce genre de plateforme peut être un moyen de financer quelqu'un de façon à peu près totalement invisible. Ensuite, M. Tarrant a utilisé l'argent pour voyager. Suit une phrase qui m'a contraint à aller faire une petite recherche Google. Plus récemment, j'ai travaillé à temps partiel as a kebab removalist, c'est-à-dire un déménageur de kebab. Alors je me suis renseigné, en fait ça fait référence à une sorte de groupe folklorique serbe de Bosnie qui avait enregistré une chanson pendant la guerre de Bosnie, et en gros c'est une façon de dire qu'il a travaillé à essayer d'expulser des musulmans. Pourquoi a-t-il conduit son attaque? Alors les réponses de M. Tarrant sont les suivantes. Avant tout, nous dit-il, pour montrer aux envahisseurs, c'est-à-dire en fait aux immigrés, que nos pays ne seront jamais leur pays, et que tant qu'un homme blanc vivra, ils ne conquéreront pas notre terre, et ils ne remplaceront pas notre peuple. Suit un ensemble de considérations sur le fait qu'il faut prendre sa revanche contre des envahisseurs pour des centaines de milliers de morts qu'ils ont causés en Europe, pour l'esclavagisation de millions d'Européens arrachés à leurs terres par les esclavagistes islamiques. Assez curieusement d'ailleurs, on dirait qu'il a repris des éléments venant de certains sites afrocentristes en remplaçant Africains par Européens et Européens par islamiques. C'est assez drôle. Puis il ajoute pour venger Ebba Akerlund. Donc Ebba Akerlund, c'est une très jeune fille qui a été victime d'un attentat en Scandinavie il y a quelques années. Visiblement, ça a profondément marqué M. Tarrant. Moi, quand j'ai lu ce passage, j'ai pensé à Travis Bickle, vous savez, le personnage central, le protagoniste de Taxi Driver, le célèbre film de Martin Scorsese avec Robert De Niro. L'histoire d'un chauffeur de taxi qui se sent tout seul, qui n'a pas d'objectif dans la vie, qui a des problèmes de communication, et qui va se trouver un objectif en découvrant une jeune fille qui est prostituée par un réseau de prédateurs. C'est un classique, je crois, chez les hommes de l'âge de Monsieur Tarrant et qui n'ont pas de femme à protéger. Leur instinct leur dit qu'ils sont là pour protéger normalement une femme. En arrière-plan, derrière la démarche de Monsieur Tarrant, il est évident qu'on retrouve clairement la crise du modèle familial occidental. Cela dit, on ne peut pas réduire Monsieur Tarrant à ce genre d'explications psychologisantes. Son manifeste démontre qu'il a réfléchi en termes politiques.
il explique en substance que son objectif, en commettant cet attentat, est de créer une atmosphère de peur propice au changement dans laquelle des actions drastiques, puissantes, révolutionnaires peuvent être conduites, marquer le coup en quelque sorte et accélérer par un coup, une sorte de petit coup supplémentaire, le mouvement pendulaire de l'histoire pour déstabiliser davantage et surtout polariser davantage les sociétés occidentales. Et en fin de compte, à travers cette polarisation, cette réintroduction du conflit, y compris du conflit violent dans ces sociétés, pour détruire, je cite, la folie actuelle, nihiliste, hédoniste, individualiste. C'est une description assez logique d'une stratégie de l'attention conduite par un acteur qui, en tout cas, ne se proclame pas manipulé par une puissance extérieure et affirme avoir son propre agenda. Monsieur Tarrant nous explique qu'il a en quelque sorte his own private stratégie de l'attention. S'y ajoutent des considérations géopolitiques, Monsieur Tarrant a voulu enfoncer un coin entre les nations de l'OTAN qui sont européennes et les Turcs, car, dit-il, en retournant l'OTAN pour en faire à nouveau quelque chose qui est européen et unifié, en repoussant les Turcs pour en faire à nouveau quelque chose, une force qui est ennemie, eh bien, on va créer l'embryon d'une unification des peuples blancs, en fait, pour leur défense. C'est sa vision géopolitique. On peut la trouver un peu naïve, c'est mon opinion, je pense qu'elle est un peu naïve, mais c'est une vision géopolitique. S'y ajoute une considération, alors je dirais qui est vraiment typiquement anglo-saxonne, M. Tarrant veut pousser la gauche américaine à remettre en cause le second amendement parce que ça va accentuer, dit-il, la division sociale, culturelle, politique et raciale à l'intérieur des États-Unis. D'une façon générale, en fait, ce que veut M. Tarrant, c'est la bagarre. Alors ensuite, M. Tarrant essaye d'expliquer par quel trajet il en est arrivé à commettre cet attentat. Alors visiblement, d'après ce qu'il dit, c'est sa visite de l'Europe occidentale qui l'a convaincu. Il a vu la France, l'Espagne, le Portugal et d'autres pays. Il a été très marqué par l'attentat commis à Stockholm le 7 avril 2017. C'est à ce moment-là que la jeune Ebba Akerlund a été tuée. Le deuxième événement, nous dit-il, qui l'a beaucoup marqué, c'est l'élection présidentielle française de 2017. Alors là, puisqu'il s'agit de nous, on va s'intéresser exactement à ce qu'il dit. Les candidats étaient un indice évident quant à notre époque. Un ancien banquier d'affaires, mondialiste, capitaliste, égalitarien. Il trouve que Macron est partisan de l'égalité. C'est une chose assez curieuse, on y reviendra. Avec une absence complète de sentiment national, contre une nationaliste civique, c'est-à-dire une nationaliste non ethniciste, si vous voulez, timide, une figure peu apte à soutenir la controverse, dont l'idée la plus courageuse et inspirée se limitait à l'expulsion possible des immigrants illégaux. Ce qui est une façon de dire qu'aux yeux de M. Brenton Tarrant, de toute évidence, Marine Le Pen est une quasi-immigrationniste, si vous voulez, parce qu'évidemment tout est relatif en termes de prise de position. En dépit de cette confrontation assez ridicule, la possibilité de la victoire de la quasi-nationaliste était à mes yeux un signe que peut-être une solution politique était encore possible.
Or, le banquier internationaliste mondialiste, alors là aussi je ne suis pas d'accord avec M. Tarrant parce que je crois moi que l'internationalisme et le mondialisme c'est pas pareil, anti-blanc l'a emporté, et de loin. Et à ce moment-là, nous dit M. Tarrant, c'est là qu'il a compris la réalité de la situation politique. Il n'y a pas de solution politique, il n'y a pas de solution démocratique. Et ajoute M. Tarrant, la poussée finale a été de constater l'état des villes et campagnes, des villes françaises, des villes et des petites villes en France, où il a constaté ce qu'il appelle l'invasion par les non-blancs. Les Français blancs, nous dit-il, qu'il a pu voir, étaient souvent en minorité, et ils étaient souvent seuls, sans enfants ou d'âge avancé, alors que les immigrants étaient jeunes, pleins d'énergie, avec de grandes familles et beaucoup d'enfants. Bref, il a été témoin de ce dont nous sommes tous témoins, et que M. Camus a décidé d'appeler le grand remplacement. Et c'est à ce moment-là qu'il a pris conscience du phénomène, en même temps que le résultat de notre élection présidentielle lui montrait qu'il n'y a pas d'issue politique. Et donc, dit M. Tarrant, à ce moment-là, il s'est demandé pourquoi finalement personne ne faisait rien, et est arrivé à la conclusion qu'après tout, la question pouvait être reformulée en disant pourquoi moi je ne fais rien. Et donc il s'est dit, en fait, personne ne fait rien parce que tout le monde s'attend. Donc moi je vais passer aux actes. Voilà très schématiquement ce que nous explique M. Tarrant sur son trajet. Alors ensuite, M. Tarrant prend position par rapport à divers mouvements politiques. Il explique qu'il représente fondamentalement, je cite, des millions d'Européens et autres personnes ethno-nationalistes qui veulent vivre en paix parmi leur propre peuple, sur leur propre terre, en pratiquant leurs propres traditions et en décidant de l'avenir de leurs enfants. Il dit qu'il n'a été membre d'aucun groupe en particulier, mais qu'il a été en contact avec beaucoup de groupes, il a fait des donations à un certain nombre d'entre eux. Il précise qu'aucun groupe ne lui a ordonné de passer à l'attaque, il a pris la décision seul. Il ajoute cependant qu'il a contacté The Reborn Knights Templar, les chevaliers du temple Reborn. Alors comment faut-il traduire dans ce cas-là? C'est ambigu. Refondé. Bon, on va dire refondé. Pour une bénédiction qui lui aurait été donnée par Monsieur Breivik. Alors il évoque de façon assez vague un vaste milieu regroupant des groupes très nombreux, des milliers, avec des centaines de milliers de soldats dans les forces armées européennes qui appartiendraient à ces groupes nationalistes. Alors je pense que européenne, en l'occurrence, doit d'ailleurs inclure aussi les États-Unis, parce que je crois que chez lui, ce qu'il décrit par européen, en fait, ça veut dire pays historiquement peuplé majoritairement de blancs. M. Tarrant précise également que il n'est un supporter de Donald Trump qu'en tant que Trump est un symbole d'une identité blanche renaissante, mais qu'il n'est absolument pas un supporter de Trump as a policy maker, c'est-à-dire pour ce que fait Trump concrètement, pour les choix politiques de Trump. M. Tarrant explique également qu'il est un supporter du Brexit, non pas en fonction de considérations économiques qui le laissent relativement froid visiblement, mais parce qu'il y voit une révolte contre l'immigration de masse et le mondialisme, ce qui se défend. Alors M. Tarrant nous explique aussi pourquoi il a frappé en Nouvelle-Zélande et pourquoi une mosquée. Il a choisi la Nouvelle-Zélande, nous dit-il en substance, parce que c'est un territoire qui passait jusqu'ici pour un territoire de repli sûr.
C'est-à-dire que le calcul de Brenton Tarrant, c'est que comme les Néo-Zélandais se croyaient à l'abri, et comme il y avait même des gens qui disaient qu'ils allaient aller en Nouvelle-Zélande pour se mettre à l'abri par rapport aux tensions qui sont en train de monter dans de nombreux pays, eh bien lui, Brenton Tarrant, allait faire en sorte que la Nouvelle-Zélande devienne un pays de tension pour que tout le monde comprenne qu'il n'y a nulle part où fuir et que les seuls choix qui restent, c'est faire face, se battre ou crever. Donc c'est un calcul, je dirais, à la fois politique, géopolitique, et c'est pas entièrement faux. Je connais personnellement des gens qui sont allés en Nouvelle-Zélande il y a quelque temps pour voir comment c'était, parce qu'ils envisagent d'y partir pour leurs vieux jours, justement parce qu'ils s'attendent à ce qu'en France, les choses tournent mal. Eh bien, ils sauront maintenant qu'en Nouvelle-Zélande aussi, les choses peuvent mal tourner. Alors pourquoi a-t-il ciblé une mosquée ? Eh bien, parce que c'est un groupe très visible, parce que c'est un groupe communautarisé en l'occurrence, comme dans beaucoup de pays anglo-saxons, les musulmans sont ghettoisés / auto-ghettoisés. En tout cas, on est dans des cultures différentialistes où les gens ne se mélangent pas beaucoup. Et bien sûr, à cause de son agenda géopolitique concernant en particulier la Turquie. Frapper une mosquée était un moyen pour lui de provoquer une réaction turque, ce qu'il a obtenu d'ailleurs, puisque Erdogan a réagi par rapport à ce qui s'est passé à Christchurch. Alors qu'est-ce que M. Tarrant espère pour lui-même ? Eh bien pas grand-chose. Il se décrit comme une personne introvertie, discrète. Là encore, on pense évidemment au syndrome de Travis Bickle. Il explique que s'il n'est pas tué dans l'attaque, il s'attend non seulement à être relâché un jour de prison, mais même à avoir un prix Nobel, comme Nelson Mandela, qui était aussi un terroriste. Bon, ça, clairement, il se fout de la gueule du monde. Il précise qu'il s'attend à être libéré 27 ans, après 27 ans d'incarcération, le même nombre d'années que Mandela. Et plus sérieusement, il explique que, en gros, si vous voulez, pour lui, il y aura deux possibilités après l'attaque, il sera en prison, où les Blancs, entre guillemets, gagnent, reconquièrent leurs terres, et il sera libéré parce que il aura été un héros de guerre d'une certaine façon, ou les Blancs perdent et il mourra en prison, mais pas du tout désespéré parce qu'il aura, lui, la certitude d'avoir fait ce qu'il fallait. Bref, M. Tarrant, il a résolu ses problèmes. C'est l'avantage. Alors, quelles sont les idées de M. Tarrant ? Eh bien, il commence à les exposer à la fin de sa série de questions-réponses. Il se présente comme un ethno-nationaliste, ça on avait compris, mais aussi comme un écofasciste. Il renie la défense de l'ethnicité pour tous les peuples du monde, d'ailleurs pas seulement pour les peuples blancs, avec la préservation de la nature et de l'ordre naturel. Alors on l'a compris, cette idéologie, ou plutôt cette proto-idéologie en devenir, est à ce stade quelque chose d'assez flou. C'est pas très travaillé, il y a plusieurs passages d'ailleurs dans le manifeste de M. Tarrant qui montrent que, en particulier, il n'est pas clair du tout sur la question du capitalisme. On a vu précédemment, quand on a fait une petite note de lecture sur la doctrine du fascisme de Benito Mussolini, qu'en matière de politique économique, le fascisme était surtout un contenant et que son contenu allait dépendre des circonstances, car son vrai sujet n'était pas économique. Je crois que M. Tarrant, effectivement, s'inscrit un petit peu dans cette continuité, et en ce sens, lorsqu'il se définit lui-même comme fasciste, il n'a pas tout à fait tort. Cela dit, il faut comprendre ce qui peut amener un jeune homme de 28 ans à essayer comme ça de formuler une idéologie visiblement d'un nouveau type, un ethno-nationalisme écofasciste. Et ce qui est intéressant, c'est ce que M. Tarrant a à dire après les questions auxquelles il répond, après les être posées à lui-même,
ce qu'il a à dire à un certain nombre de groupes. Par exemple, ce qu'il dit aux conservateurs. Et il dit aux conservateurs, demandez-vous ce que le conservatisme moderne a réussi à préserver. L'environnement naturel, la culture occidentale, l'autonomie ethnique, la religion, la nation, la race. Et M. Tarente répond, rien. Le conservatisme moderne n'a rien conservé. La nature est industrialisée, pulvérisée, la culture occidentale est réduite en bouillie, l'autonomie ethnique est détruite. Alors il dit « In the name of cheap labor », au nom du travail bon marché, ce qui ouvre la porte à une critique du capitalisme, mais le problème c'est que cette critique ne va pas être conduite ensuite. En ce qui concerne les nations, M. Tarente demande quelles nations devons-nous conserver, sur quoi nos nations sont-elles basées. Il n'y a plus de culture partagée, plus d'ethnicité, plus de langage commun, plus de valeurs communes. N'importe qui peut être membre de nos nations à partir du moment où il a ses papiers en règle. Quant à la race, vous n'avez même pas le droit de dire qu'elle existe. Donc conclusion, le conservatisme est mort. Et en ce sens, je pense que M. Tarente est représentatif, si vous voulez, du fait que l'échec des conservateurs des générations précédentes va amener les ethno-nationalistes de la génération de M. Tarente, on va dire, pour simplifier, les ethno-nationalistes millennials, même si le terme est en fait un terme de pseudo-sociologie marketing que je n'aime pas beaucoup, mais on va le prendre à ce stade, ça fera l'affaire pour l'instant. Eh bien, ça va les amener effectivement à définir quelque chose de nouveau et potentiellement, compte tenu de la sensibilité générale qu'on vient de balayer, de beaucoup, mais vraiment de beaucoup plus violent et dangereux que même les fractions les plus déterminées, les plus radicales des nationalistes de ma génération X, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle en général. Et en ce sens, même si on ne sait pas réellement qui est M. Tarente, après tout on ne peut pas être sûr que c'est vraiment lui qui a commis l'attentat, on ne peut pas être vraiment sûr que ce qu'on nous a dit sur le scénario de cet attentat est vrai, parce que on nous a tellement menti depuis tellement d'années que maintenant, moi je ne crois plus rien sur parole, si vous voulez. Hein. Mais bon, en admettant que M. Tarente est qui il dit, l'attentat qu'il a posé montre qu'il est sérieux, et de toute façon, indépendamment de ça, le contenu du manifeste en lui-même doit nous interpeller. Attention, ce qui est en train de prendre forme est très dangereux. Il faut bien comprendre en effet quelle stratégie M. Tarente propose pour les ethno-nationalistes. La section 2 de son manifeste commence par une réflexion générale sur l'univers des possibles en matière de choix stratégiques pour sa tendance politique. Il rappelle tout d'abord une citation de Sir Oswald Mosley, dans lequel il identifie la personne qui l'a le plus influencé. Je cite, ouvrez les guillemets, « Cela viendra d'une manière et d'une manière seulement, et pas par des gouvernements existants, pas par les manœuvres des lobbies, ou les parlements, ou les congrès. Cela viendra sous la pression de la nécessité. Cela viendra dans une grande vague de popularité, dans un grand réveil de l'âme européenne, sous la pression de la nécessité. » Sir Oswald Mosley. Et on va trouver aujourd'hui un monsieur qui a 28 ans, qui appartient donc à cette génération des millennials, et qui explique que aujourd'hui, le moment est venu de combattre, de pousser au combat, de pousser à la radicalisation, de pousser à l'affrontement,
parce qu'il n'y a plus de solution politique envisageable, parce que le seul moyen pour la race blanche telle que lui l'a définie de ne pas crever, c'est de déclencher, de pousser au déclenchement d'une guerre raciale complète. En fait, c'est en substance ce que dit le manifeste de Brendan Tarrant. Et M. Tarrant est, je crois, tout à fait conscient du moment qu'il essaye d'incarner, du moment dans l'histoire générationnelle des sociétés occidentales. Je cite un passage de son manifeste. « La radicalisation des jeunes hommes occidentaux est inévitable. Elle ne doit pas constituer un choc pour les hommes européens dans toutes les nations, sur tous les continents. Les notions et les méthodes de combat vont devenir radicales pour affronter la décadence morale des nations et le remplacement ethnique continu des peuples. » Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on en revient à la notion de génocide, et comme je vous disais, c'est là que le discours du grand remplacement se heurte à une objection. C'est-à-dire qu'en soi, que nous soyons en train d'assister à une substitution de population, c'est évident, on le voit physiquement de toute façon, puisque en l'occurrence, la population qui remplace l'ancienne population n'a généralement pas le même type ethnique, n'a souvent pas la même couleur de peau, donc c'est visible. Mais quand on parle ensuite de génocide, il y a cette objection que, mais attendez, personne ne tue les Blancs, en fait, quasiment. Ils font pas d'enfants, mais c'est pas un génocide, ou alors c'est un auto-génocide. Eh bien, dans la deuxième partie de son manifeste, M. Tarrant s'efforce de répondre à cette objection. Alors là, on va toucher le cœur du débat. La suite du manifeste de M. Tarrant est très intéressante. Voilà ce qu'il écrit. « La vérité est que l'Occident a tué la notion de Dieu et ne l'a remplacée par rien. On a amené deux idéologies en compétition, le communisme et le fascisme, pour remplacer cette perte de Dieu, puis on les a amenés à s'exterminer l'une l'autre, et ensuite le capitalisme des grandes entreprises a pu réduire les survivants en pièces. Il en a résulté une société sans croyance fondamentale, sans vision pour le futur, une société de nihilisme, de consumérisme, d'individualisme. Dans cet enfer, l'individu est tout et la race est sans valeur. Et donc, à partir de là, eh bien, effectivement, on ne fait plus d'enfants. Et donc, la vérité est que les Blancs sont en train de devenir non seulement une minorité à l'échelle globale, mais une minorité à l'intérieur de leur propre pays. C'est-à-dire qu'à un moment, Brendan Tarrant relie ce qu'il constate en termes de disparition ethnogénétique, si vous voulez, de la race blanche, avec la crise du sens dans les sociétés occidentales. Et il continue, dans ces conditions, la vérité, c'est que les hommes blancs ne sont pas seulement incités à ne pas combattre les envahisseurs, mais même à leur faire bon accueil et à accepter leur propre remplacement. Eh bien, dit M. Tarrant, ils ne vont pas l'accepter, ils ne vont pas admettre la disparition de leur âme, c'est son expression. Alors ça soulève une question majeure, et là on va parler du fond du problème et de la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec Brendan Tarrant. C'est que ce qu'il a dit avant, c'est qu'en réalité cette âme est déjà morte. Bon, il reste des gens, bien sûr, il reste des corps, mais en fait, il le dit lui-même, cette âme est déjà morte. Donc elle ne peut plus disparaître puisqu'elle est déjà morte. Alors on va voir si dans la suite de son manifeste, vers la fin, il répond à cette objection-là. Monsieur Tarrant explique pourquoi il estime que le nationalisme civique n'est pas une perspective d'avenir.
car, dit-il, il est tout à fait vain d'espérer que les immigrants vont s'assimiler à la culture occidentale dans la mesure où elle est décadente et mourante. Qui, dit M. Tarente, voudrait quitter une culture forte, dominante et en ascension, la culture des immigrants, pour joindre une culture vieillissante, en déclin, dégénérée, la nôtre. De plus en plus d'immigrants sont en train de choisir de garder leur ancienne et leur propre culture saine, et même de plus en plus de gens venant de notre propre population occidentale sont en train de se joindre à eux. Ça se tient, il faut bien le dire, et sur ce point-là, il marque un point. Hein, on est d'accord ? Moi, quand je vois, comme on l'a vu il y a quelques jours, Madame Annegret Kramp-Karrenbauer expliquer qu'on va on va former des imams dans des chaires Nathan le Sage, n'est-ce pas, d'après la pièce de Lessing, et qu'on va comme ça changer la nature de l'islam au nom de la supériorité supposée de nos valeurs occidentales qui font rigoler le reste de la planète aujourd'hui. Bah, je suis désolé, mais même si, encore une fois, je suis plutôt avec Madame Kramp-Karrenbauer pour souhaiter la paix, et donc contre Monsieur Tarente qui souhaite la guerre, bah, il n'en reste pas moins que je pense que sur ce point, c'est Monsieur Tarente qui a raison. Et alors ça explique d'ailleurs pourquoi ma position sur l'immigration est très dure. C'est-à-dire que on m'a fait suivre il n'y a pas longtemps un lien vers une vidéo de Monsieur Daniel Conversano qui dit en gros que j'assumerais selon lui des positions ethno-survivalistes. Alors il faut être clair, on peut très bien être aujourd'hui dans un anti-immigrationnisme extrêmement dur, ce qui est mon cas. Je veux dire, je suis en matière d'immigration, je pense que je suis tout simplement la personne qui a les positions les plus dures de toutes les personnes que je connaisse et qui ne sont pas dans la folie. C'est-à-dire que je suis sur la position raisonnable la plus dure possible. Mais c'est pas par ethno-survivalisme. Je veux dire, si je pensais qu'il est possible de faire venir 10 millions d'Africains et qu'ils vont absorber la culture française et qu'ils vont devenir français et que ça veut dire que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, bon bah on aura une France qui sera café au lait mais qui sera toujours elle-même sur le fond, ça me dérangerait pas du tout. Pas du tout. Je fais pas une fixette sur la couleur de peau des gens. Mon problème, c'est que dans le monde tel qu'il est, et pas tel que je le voudrais, la réalité, c'est que si on fait venir 10 millions de subsahariens en France, par exemple, ils vont garder leur culture locale, éventuellement d'ailleurs sous une forme, c'est encore pire que tout, qui va dégénérer à notre contact, mais qui ne s'assimilera pas à notre civilisation, et ça se terminera dans une espèce de machin insupportable, de tour de Babel en équilibre instable, qui se terminera d'ailleurs probablement par une guerre de tous contre tous. C'est pour ça que je suis hyper anti-immigrationniste. Mais il faut être très clair, tout en étant totalement opposé à l'immigrationnisme contemporain, mais à un point très dur, encore une fois, je veux dire, pour moi, Salvini est trop modéré. Hein. Je trouve que Matteo Salvini est beaucoup trop modéré sur ces questions-là. En même temps, je suis absolument pas contre le fait que des personnes d'origine extra-européenne deviennent européennes. Mon problème, c'est pas qu'ils le deviennent, c'est qu'ils ne le deviennent pas, justement. Et donc, je comprends bien que M. Conversano a été surpris par mes prises de position parce qu'il a dû penser que j'étais immigrationniste, parce que les ethno-survivalistes ont tendance à croire que le débat se restreint à leur affrontement avec les immigrationnistes. Mais non, il y a un troisième terme. Il y a des nationalistes civiques, pour prendre la terminologie de M. Tarente, qui sont aussi des anti-immigrationnistes très durs. Et j'ai envie d'ajouter, à la limite, je me demande si c'est pas logique que ça soit nous qui soyons les plus durs, parce que ce qu'une vague d'immigration dérégulée détruirait complètement, est-ce que ce serait en premier l'ethnicisme blanc? Non, parce que ça provoquerait probablement une communautarisation de tout le monde, y compris des blancs. Par contre, ce que ça risque de détruire définitivement, c'est non seulement le modèle assimilationniste français, qui est mort de toute façon, dans l'État, mais aussi l'éventuelle reconstruction d'un nouveau modèle assimilationniste.
Monsieur Tarrant nous parle également ensuite des cibles possibles pour de futurs terroristes de sa mouvance. Alors il suggère de frapper des ennemis de haut niveau. Angela Merkel, Recep Tayyip Erdogan, Sadiq Khan, l'actuel maire de Londres. À la fin de son manifeste, M. Tarrant passe à des considérations à caractère plus, je dirais, combattantes. Alors en substance, ce qu'il explique, c'est qu'il faut s'attendre à devoir livrer un combat très dur, qu'il y aura des morts, que ceux qui rentrent dans ce combat doivent comprendre qu'ils ont de fortes chances d'y laisser leur vie, et que c'est comme ça, et que c'est pas grave. Il estime que le combat doit être mené avec une extrême violence, car le temps est court pour le remporter. Pour lui, il faut que les institutions aient été submergées par une nouvelle génération de nationalistes ethniques dans les 25 ans. La problématique générationnelle est très présente chez lui, ce qui est logique de la part de quelqu'un qui étudie les phénomènes de substitution démographique. Il estime qu'il faudra que la sortie de piste, en quelque sorte, la sortie de scène définitive de la génération du baby-boom, ne marque pas le début de la reconquête, mais sa fin. Parce que, dit-il, même si c'est vrai que les baby-boomers sont aujourd'hui un poids mort, du point de vue de quelqu'un comme M. Tarrant, c'est évident, il n'en reste pas moins que lorsqu'ils ne seront plus là, ils vont pas être remplacés en gros par des gens comme M. Tarrant, par des jeunes blancs combatifs, mais ils vont être remplacés par des immigrés. Et c'est à ce moment-là qu'on observera le véritable effet de la bascule démographique. Il faudra donc que, à ce moment-là, les blancs, du point de vue de M. Tarrant, soient déjà en train en fait de gagner la guerre qu'il veut leur voir mener. Alors cette guerre n'est pas dirigée que contre les envahisseurs, dans la terminologie de M. Tarrant, mais aussi contre leurs collaborateurs au sein des populations blanches, et il cible en particulier le haut patronat qui favorise l'immigration pour faire baisser les salaires, pour faire baisser les coûts de la main-d'œuvre. Il donne cette consigne: tuez votre patron anti-blanc local. Si regardez dans le patronat de votre pays qui sont les acteurs qui favorisent l'invasion pour des raisons économiques, et tuez-les. C'est ce qui me fait penser que je ne crois pas que M. Tarrant soit un type manipulé, envoyé par des réseaux oligarchiques. Le contenu de son manifeste ne correspond pas à une pure stratégie de la tension visant simplement à horizontaliser les luttes. Quand un type commence à expliquer qu'il faut tuer les grands patrons, c'est probablement pas les grands patrons qui l'ont envoyé sur piste. Bon, il appelle aussi à tuer les dealers de drogue. Et enfin, en gros, ce qu'il dit en substance, c'est: n'attendez plus le signal de la révolte, comprenez que votre peuple vous attend, vous, qu'il y a un bon moyen d'attendre le signal, c'est de le donner vous-même. Et faites-le avant de devenir un groupe minoritaire, car c'est toujours une mauvaise idée de devenir un groupe minoritaire, surtout quand c'est dans son propre sanctuaire, parce que ça veut dire qu'on n'a nulle part où se réfugier. Il ajoute qu'à son avis, il ne faut pas quitter les grandes villes, il ne faut pas se réfugier dans les campagnes. Les campagnes, dit-il, sont à nous et comme elles l'ont toujours été, mais les combats se livreront dans les villes. Il appelle à reprendre les villes. Il ne dit pas comment. Je pense que sur ce plan-là, il y a un silence qui en dit long sur l'absence de réflexion sur certains rapports de force chez M. Tarrant. Il appelle à la construction d'une solidarité des ethnicistes blancs dans tous les pays concernés,
je cite, « Quand un pays bouge, bougez avec lui, soutenez les forces ethnicistes dans ce pays financièrement, politiquement, socialement, physiquement. L'ennemi peut discréditer un petit mouvement dans une nation, mais si les Européens de tous les pays, de tous les continents reviennent à la solidarité avec leurs frères, ça ne sera plus possible pour l'adversaire d'attaquer cette fédération, en quelque sorte. » Il appelle également, de façon assez prévisible, à s'en prendre aux organisations non gouvernementales immigrationnistes, mais j'ai tendance à zapper ce long passage parce que on s'attend tout de même de façon assez évidente à ce que M. Tarrant ne dise pas énormément de bien des ONG qui volent au secours des migrants en Méditerranée. On n'est pas surpris. Voilà. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la suite du texte parce que à un certain moment, à la fin, ça devient redondant. On sent qu'il a besoin de marteler son message, un peu comme un mantra. Il est probablement en train de l'écrire au moment où il prépare son attaque, donc il n'est pas dans une psychologie assise, si vous voulez, c'est normal. Le manifeste se termine par ces mots. « Goodbye, God bless you all, and I will see you in Valhalla ». Ce qui est assez intéressant, c'est que précédemment, il a demandé la bénédiction des Templiers. Et quand on lui a demandé s'il était chrétien, il a dit c'est compliqué. Oui, effectivement, je confirme, c'est compliqué. Voilà, alors, ce que j'observe à ce stade, c'est que M. Tarrant, à un certain moment, ne traite pas la question que j'ai soulevée à la fin, tout à l'heure, consistant à dire oui, mais là, on est en train de défendre une âme, mais on a dit avant qu'elle était déjà morte, en fait. Alors là, on va toucher au fond du problème, et on va comprendre pourquoi, sur le fond, j'ai un point de désaccord avec M. Tarrant. Bon, déjà, on l'a compris, je ne vais pas y revenir, je suis en total désaccord avec sa méthode. Moi, je considère que si vous voulez attaquer des non-combattants, tirer avec des armes automatiques sur des civils, c'est une chose qui est indéfendable. Alors on me dira, oui, mais sur le plan politique, peut-être ça peut se justifier, etc. Déjà, j'en suis pas convaincu du tout, mais vraiment pas du tout. Et puis, de toute façon, je pense que c'est moralement indéfendable. C'est-à-dire que je pense que le terrorisme pose un problème insurmontable à tout honnête homme. Moi, j'ai pas regardé la vidéo de l'attaque de la mosquée, parce que ce serait une forme de complicité de la regarder, si vous voulez. Il y a une dimension, voyeuriste dans tout ça qui me dérange profondément. Vous savez, même si un homme doit défendre son peuple, défendre sa culture, c'est normal, il ne faut pas oublier qu'à un certain moment, nous sommes tous un. Et même un musulman qui a priori est quelqu'un effectivement qui est religieusement assez éloigné de moi, je veux dire, il faut pas oublier que c'est un être humain. Et alors on a le droit de se défendre quand les gens vous attaquent. Il y a rien de plus noble d'ailleurs que de prendre la défense des opprimés, c'est-à-dire que Monsieur Tarrant militerait pour refonder un ordre templier venant en défense aux chrétiens persécutés dans les pays où ils sont persécutés. Non seulement je dirais pas du mal de lui, mais même je serais totalement d'accord avec lui. Mais il est vrai que moi je me définis pas comme blanc déjà, je me définis comme chrétien, donc c'est pas pareil. Mais aller comme ça dans une mosquée, tirer sur les gens comme ça, au nom d'une idéologie qu'on s'est bricolée soi-même, là, mais c'est ce que font les types de Daesh. En fait, ce que M. Tarrant nous annonce, c'est qu'il y a dans les tuyaux une sorte de petit Daesh ethno-racialiste blanc. Alors, maintenant je vais vous dire sur le fond pourquoi je suis pas d'accord, pourquoi je pense que... Même d'abord je suis pas d'accord sur la méthode du tout, mais même sur l'objectif. Parce que je pense que si vous voulez, quand on en vient à dire que la seule chose qu'on a à défendre c'est une couleur de peau,
c'est l'aveu qu'en fait on est dans le nihilisme. Quand tu as vraiment une civilisation à défendre, quand tu as vraiment une culture à défendre, quand tu as vraiment une foi à défendre, tu as autre chose à défendre qu'une couleur de peau. Parce que c'est débile, je suis désolé, mais c'est débile. Je veux dire qu'un mec qui m'explique que je dois être solidaire des blancs contre les noirs, ou contre les jaunes, c'est un mec en gros qui m'explique que si on me présente un type qui est un chrétien, comme moi, qui est un brave homme, qui est un type solide, courageux, bienveillant à l'égard de ses frères, généreux, il a toutes les qualités. Bon. Et puis à côté, il y a un autre type, c'est un connard intégral, un pervers, je sais pas, un assassin d'enfants ou je sais pas quoi. Mais comme il est blanc, c'est avec lui que je dois être solidaire. En gros, c'est des mecs qui me disent que je dois être solidaire de Marc Dutroux contre, je sais pas moi, contre bon, on va prendre un noir qui aura laissé un très bon souvenir aux Français, Marius Trésor, vous voyez. C'est des mecs qui m'expliquent que je dois préférer Marc Dutroux à Marius Trésor parce que Dutroux est blanc. Non mais, je veux dire, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Point. Donc, voilà, c'est ça mon problème. Moi, je pense que le fond du problème, déjà, c'est une crise du sens, et que la refondation du sens, on peut pas la faire, si vous voulez, quand on dit, ouais, est-ce que je suis chrétien, je sais pas, c'est compliqué, en tout cas, je vous retrouverai au Valhalla. Je pense que ça marche pas. Je suis d'accord que ça, M. Tarot peut tuer des gens. Et après, je vais expliquer aussi pourquoi je pense qu'il a des raisons de dire ce qu'il dit. Je dis pas qu'il a raison. Je dis qu'il a des raisons. Mais n'empêche que je pense que ça marche pas. Ça marche pas comme ça. Et à un moment, il faudra se poser les vraies questions et essayer de reconstruire une éthique ancrée dans un vrai projet de civilisation, dans une foi fondamentalement. Ce qui nous tue, c'est que nous avons perdu la foi. C'est de ça qu'il s'agit. Je crois pas qu'on va retrouver la foi en allant tuer des pauvres gens dans les mosquées. Après, bon, comme je vous disais, il a des raisons de dire ce qu'il dit. Moi, je dois dire que quand je fais le bilan de la génération du baby-boom et de ma génération, la génération X, et que je regarde quel monde on passe à ceux qui arrivent derrière, putain, je me sens pas très bien. Alors après, en ce moment, je suis en train de travailler sur la question des générations pour expliquer, parce que en fait, c'est très intéressant quand on rentre vraiment dans la sociologie générationnelle sérieuse, pas les conneries marketing que vous allez trouver ici ou là et qui n'ont aucun sens. Le vrai travail de fond sur la façon dont se structurent les générations sociologiques, c'est un très bon remède contre la misanthropie. Parce que vous comprenez pourquoi les gens parfois sont collectivement très cons. Vous savez, ce qui rend misanthrope souvent, c'est quand vous dites, putain, mais il y a vraiment une majorité de Français capables de voter pour un mec comme Macron, quoi. Mais ils savent même pas pourquoi ils votent. C'est rien. C'est quoi cette connerie? Ils sont tarés ou quoi? Et en fait, quand vous rentrez dans la sociologie générationnelle sérieuse, vous comprenez que, non, ils sont pas tarés. C'est un parcours générationnel qui les a amenés à s'inscrire dans une rationalité limitée qui effectivement peut les conduire à être totalement irrationnels quand on sort du cadre, du paradigme à l'intérieur duquel ils sont enfermés. Donc je veux dire, je mets en accusation personne, et le bouquin sur lequel je suis en train de travailler, ça sera pas fait pour mettre en accusation les générations, mais pour les comprendre. Et il n'en reste pas moins que nos générations, la génération X et surtout le baby-boom d'ailleurs, beaucoup plus que la génération X, on déconne. On déconne. D'où, bon, c'est comme ça, et nous léguons aux générations qui suivent, millennials et génération Z, une situation épouvantable. Et je comprends très bien la réaction des jeunes blancs. En particulier, il y a une chose qu'il faut savoir, ça j'en ai pris conscience seulement ces dernières années en discutant avec des jeunes blancs, parce que j'ai été assez surpris par leur agressivité sur certaines questions. Donc j'ai essayé de comprendre. Eux sont confrontés à la réalité d'un ressentiment anti-blanc qui commence d'ailleurs à se reformuler maintenant sous la forme d'une idéologie raciste anti-blanc. Ça commence à prendre forme réellement. Et
c'est vrai que c'est un truc, les gens de ma génération, surtout quand ils appartiennent à la classe moyenne supérieure, on l'a pas vraiment vu. On l'a pas vraiment vu parce que nous, si vous voulez, à l'âge où on se fréquente entre jeunes, on fréquentait assez peu d'immigrés. Et quand on en fréquentait, c'était une autre France où les types étaient quand même très minoritaires encore et où ils cherchaient plutôt à se faire accepter. Puis qu'ensuite, quand on est arrivé à l'âge adulte, on a fréquenté des personnes issues de l'immigration, mais les Noirs et les Arabes que je fréquente moi, si vous voulez, eux pour le coup c'est des Européens, parce que ils sont insérés, ils sont dans la vie active, à un très bon niveau souvent, c'est des bac+4, bac+5, c'est de l'école d'ingénieur, c'est de l'école de commerce de bon niveau. Bon, je veux dire, entre un ingénieur noir et un ingénieur blanc, la probabilité d'une agression raciste confine au zéro. Hein. Ça doit arriver, mais alors vraiment c'est le truc rarissime, vous voyez. Donc on n'en a pas conscience, quoi. On a un problème par rapport à ça. Bon, le baby boom est complètement déconnecté du réel, parce que c'est une génération qui est pas allée sur Internet, si vous voulez. Donc les mecs, ils continuent à lire Le Point et l'Express et ils croient que comme ça, ils ont une diversité d'opinions. Alors ils sont totalement aux fraises. La génération X, moins quand même, parce que la génération X a eu un coup de chance, c'est qu'elle a été percutée encore assez jeune par Internet. Donc elle a amené sur Internet une structuration de la pensée assez solide, parce que la génération X n'a pas été élevée avec des tablettes. Hein, on vous dit que les millennials sont digital natives, ils sont surtout digital naïves. Hein. Alors qu'effectivement, ma génération, en fait, est celle qui bouge le mieux, en réalité, sur Internet. C'est assez curieux, mais c'est comme ça. Et donc elle a pris conscience, il y a une partie de cette génération qui a pris conscience d'énormément de choses. Par contre, c'est vrai que, comme nous ça va bien, comme nous on n'était pas confrontés directement au problème, il y a une grande partie d'entre nous, on s'est pas tiré le doigt du cul, on n'a pas fait ce qu'il fallait, hein, il faut l'assumer. Hein. C'est comme ça. Moi j'ai pas grand chose à me reprocher à titre personnel, parce que si vous voulez, la première fois que j'ai voté Le Pen, c'était en 88. Bon, j'ai fait une connerie en 95, j'ai voté Chirac. Je me suis fait avoir. Quand on est jeune, on se fait toujours enculer une fois par un homme politique. Moi, c'est par Chirac en 95. Le discours sur la fracture sociale, le liste de Bray, tout ça, j'étais assez con pour le Depuis 97, j'ai tout le temps voté Le Pen. J'ai pris un abonnement avec la famille Le Pen. Donc je me sens pas coupable, si vous voulez, mais c'est vrai que ma génération a déconné. Et donc tout ça pour dire que maintenant on passe aux jeunes une situation, il faut se mettre à leur place. Les types risquent de se retrouver minoritaires sur leur propre terre, dans un système dont le modèle assimilationniste est complètement explosé en réalité, et ils peuvent être dans quelques années, même dans une génération au moins, dans la position d'une minorité persécutée sur leur sol et sans sanctuaire, sans refuge. Et pendant ce temps-là, ils ont des politiciens baby-boomers complètement déconnectés du réel, des Annegret Kramp-Karrenbauer, vous voyez, qui leur racontent des conneries du genre, c'est pas grave, on va faire des chers Nathan le Sage et on va former les imams, quoi. Voilà. Je suis pas étonné qu'ils pètent un câble, je suis pas étonné. Et d'ailleurs, je vais vous dire, je l'avais vu venir, je vais vous raconter une anecdote. Il y a une dizaine d'années, Alain Minc avait écrit un texte intelligent. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai une dent contre Alain Minc, c'est que je pense qu'il est intelligent. Il a même pas la circonstance atténuante de la bêtise, quoi. Et il avait écrit un texte dans lequel il disait on va avoir un problème avec les jeunes mâles blancs. Alors il disait en gros le problème qu'on va avoir, c'est que ils vont faire un défilé où ils diront qu'en gros qu'ils sont pour la parité, mais qu'ils aimeraient bien qu'on fasse quand même quelques petites choses pour eux. Et j'avais écrit à l'époque un texte où je disais on va avoir un problème avec les jeunes mâles blancs, mais sauf qu'ils vont pas faire un défilé pour dire que ils sont pour la parité, ils sont contre le racisme, etc. Mais enfin quand même non. J'avais dit ce qui va se passer, c'est qu'ils vont péter un câble. Ils vont péter un câble. J'avais pris l'exemple d'un Allemand qui était allé fumer 15 bonnes femmes dans un bled en Allemagne, je sais plus où, c'était il y a quelques années. Monsieur Tim Kretschmer, si ma mémoire est bonne, à Winnenden, ça s'était passé. Et j'avais dit, lui il s'en est pris aux femmes, mais d'autres vont s'en prendre à d'autres groupes, et ça va être comme ça. C'est-à-dire que les types vont commencer à tirer.
Et ils seront très cool, parce ils résoudront leurs problèmes comme ça. Bon, bah, on en est là, quoi. Là, je les calcule bien, les mecs. J'ai lu le manifeste de Tarente. Et je vois bien dans quel état d'esprit ils sont, comment ils peuvent percevoir les choses. C'est-à-dire que cette question de la crise du sens et de la réouverture d'une perspective positive, de la reconstruction d'une foi, je pense qu'il serait temps maintenant de la traiter sérieusement. Parce que si on laisse encore quelques années le truc se dégrader, les discours qui vont porter, les discours que les jeunes écouteront, ça sera ceux comme celui de Monsieur Tarente. Et si ça part en vrille, après je peux vous dire que plus rien n'aura d'importance. Hein. Bon, en tout cas, je vais pas remercier Monsieur Tarente d'avoir clarifié les choses, parce que j'ai pas envie de remercier un mec qui a buté 40 ou 50 personnes, c'est pas mon copain, hein, soyons clairs. Mais je lui reconnais une chose, son manifeste met les points sur les i et les barres au t. Il y a beaucoup de choses en ce moment qui se clarifient, vous voyez. Avec Annegret Kramp-Karrenbauer, on sait où on en est dans la relation franco-allemande. Et avec Monsieur Brennan Tarrant, on sait où on en est dans le pétage de plomb d'une génération des millennials, surtout la deuxième moitié d'ailleurs de la génération des millennials, qui ne va pas voir les choses tout à fait comme des gentils baby boomers heureux de défendre leur système de retraite. Je crois que il y a une sorte de changement de génération. Bon, on va rester cool. On va continuer à travailler, à réfléchir, à essayer de reconstruire du sens et à travailler pour ouvrir des perspectives de vie et non pas de mort. Et je vous dis donc à bientôt.